En ces temps où la politique nous occupe beaucoup, il est juste de rappeler ceux des hommes politiques drômois que l'on a totalement oubliés. Paradoxalement, le premier qu'il faut citer, Adolphe Crémieux, n'était absolument pas drômois. Il était né à Nîmes et il se fit une réputation à Paris. Il fut un ministre de la Deuxième République française en 1848. On doit à ce parlementaire actif le statut des Juifs qui mettait sur pied d'égalité les Juifs d'Algérie et ceux de métropole. Cela lui valut d'être abondamment caricaturé, et le gouvernement de Vichy n'eut rien de plus pressé que d'abolir en octobre 1940 ce statut favorable. Ce qui valut à Adolphe Crémieux son titre de drômois émérite fut l'achat en 1850 de la forêt de Soult et, en 1852, la construction de ce que l'on appela la villa Tibur, pratiquement un château. Cette villa fut un lieu d'excursion pour de nombreux drômois avant qu'elle ne brûle en 1970, puis qu'elle soit rasée peu après. Émile Loubet, lui, qui fut président de la République de 1899 à 1906, est assurément de chez nous puisque son père était agriculteur à Mirmande. Il est l'illustration même d'un temps où l'école républicaine permettait de monter jusqu'au plus haut rang, puisque, parti de rien, il fut député, sénateur, président du Conseil général, président du Sénat, ministre un nombre incalculable de fois, et donc président de la République. L'histoire retiendra de lui qu'il a réglé l'affaire Dreyfus en graciant le capitaine qui avait été injustement accusé. Il a mené une politique étrangère très active, on le vit en Russie, en Angleterre, en Italie, et une bonne partie des alliances qui étaient en place en 1914 le furent grâce à lui. Émile Loubet venait de Mirmande, Maurice Louis Faure, lui, venait de Saillant, dont il fut le député-maire pendant fort longtemps. Il était l'exemple même de ces républicains ardents qui ont longtemps mené le parti radical. Il en fut d'ailleurs président entre 1903 et 1904. Il obtint le ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts quelques mois, fin 1910, début 1911. Mais ça n'est pas cela qui compte. Car les temps qu'il a connus étaient ceux de la République parlementaire. C'était à la Chambre des députés ou au Sénat que l'important se passait. Or, il fut 34 ans durant parlementaire. Paradoxalement, on retient surtout de lui qu'il fut un défenseur des félibriges, ces passionnés de la langue d'oc, celle du sud de la France, dont le poète Frédéric Mistral fut le plus célèbre. C'est de Poyol, dans le Diois, que nous vient le quatrième drômois notable, Léon Archimbaud, qu'on aurait un peu oublié, si la magnifique région dont il était originaire ne l'avait élu député alors qu'il n'avait pas fini son service militaire. Il était protestant et même diplômé de théologie. Son adversaire était catholique et fit un tel scandale que la Chambre des députés invalida son élection. Il y eut donc un nouveau scrutin que son propre père emporta. Il faut dire que celui-ci se prénommait également Léon. Après avoir accompli ses obligations militaires complètes, Léon Archimbaud fut réélu. Il fut même sous-secrétaire d'État aux colonies en 1930,
poste auquel il est difficile d'entrer dans l'histoire. Les 3 autres célébrités oubliées qu'il nous reste à examiner ont vécu ces incessantes combinaisons ministérielles de l'après-guerre où l'on changeait de poste tous les 6 mois et où, par conséquent, il était difficile de se faire une gloire. L'un d'entre eux, Marius Moutet, y parvint pourtant parce qu'il eut un énorme dossier à gérer, celui de l'Indochine. Il était né à Nîmes, avait été un élu socialiste du Rhône et ne vint dans la Drôme que parce qu'il avait perdu son siège lyonnais. Il sera président du Conseil général de la Drôme de la Libération à 1951. Marius Moutet était un homme généreux. C'est à lui qu'on doit la disparition du bagne de Cayenne. Dès avant-guerre, alors qu'il est déjà ministre des colonies sous le Front populaire, il cherche des accommodements avec les indépendantistes d'Indochine. Après-guerre, alors qu'il a retrouvé ce poste que personne ne veut parce qu'on ne comprend rien à l'affaire, il négocie abondamment. Il rencontre Ho Chi Minh. Malheureusement, ses efforts ne serviront à rien. Les violences s'intensifieront entre le Nord et le Sud-Vietnam pour devenir une véritable guerre et la France cédera la place aux Américains. Jules Mock, lui, a été un Drômois infidèle puisqu'il s'est fait parachuter dans la Drôme en 1928, exactement dans la région de Romans. Puis il est parti par la suite se faire élire dans l'Hérault, où il restera très longtemps. Il était en fait d'origine parisienne. Ce qui lui vaut une gloire toujours importante, c'est moins le fait d'avoir été un bien modeste ministre des gouvernements de Front populaire avant la guerre que d'avoir été un ministre à poigne à l'intérieur en 1947-1948, lorsqu'éclatent de grandes grèves, d'abord chez Renault, puis dans les mines. Nettement anticommuniste, Jules Mock n'hésite pas à envoyer la troupe pour faire capoter ses mouvements et il deviendra de ce fait l'objet d'attaques constantes des communistes qui ne lui pardonnent pas d'avoir été un briseur de grève. C'est une des raisons pour lesquelles il s'opposera des décennies plus tard à François Mitterrand, car il ne voulait surtout pas d'une union de la gauche. Un mot encore pour Maurice Pic, député puis sénateur-maire de Montélimar, non pas parce qu'il a été particulièrement brillant comme modeste ministre de la 4e République, mais parce que ses mandats ont été si longs qu'il a été une sorte de seigneur de la Drôme. Pensez, il a été 30 ans maire de Montélimar et 28 ans président du Conseil général de la Drôme. Bien sûr, d'autres noms devraient être ajoutés, comme ceux de Georges Filiou, le député maire de Romans, qui fut secrétaire d'État à la communication et autorisa les radios libres. Ou bien encore, il faudrait parler d'Hervé Mariton, bref secrétaire d'État à l'Outre-mer, mais pour cela, nous n'avons pas encore le recul de l'histoire. La politique, messieurs, devrait être une vocation. Je suis sûr qu'elle l'est pour certains d'entre vous, mais pour le plus grand nombre, elle est un métier. Un métier qui ne rapporte pas aussi vite que beaucoup le souhaiteraient et qui nécessite de grosses mises de fonds. Une campagne électorale coûte cher. Mais pour certaines grosses sociétés, c'est un placement amortissable en 4 ans. Et pour peu que le protégé se hisse à la présidence du Conseil, alors là, le placement devient inespéré. Les financiers d'autrefois achetaient des mines à Djelitzer ou à Zoa. Eh bien, ceux d'aujourd'hui ont compris qu'il valait mieux régner à Matignon que dans l'Oubangui, et que de fabriquer un député coûtait moins cher que de dédommager un Rouennais. Vous voyez, messieurs, nous aurons enfin été d'accord une fois. Je partirai au moins avec l'estime de mes adversaires. Et maintenant, permettez-moi de conclure. Vous allez faire avec les amis de Monsieur Chalamont l'Europe de la fortune contre celle du travail, l'Europe de l'industrie lourde contre celle de la paix. Eh bien, cette Europe-là, vous la ferez sans moi, je vous laisse.
Le gouvernement maintient son projet, la majorité lui refusera la confiance et il se retirera. Il y était préparé en entrant ici. J'ajouterai simplement pour quelques-uns d'entre vous. Réjouissez-vous, fêtez votre victoire, vous n'entendrez plus jamais ma voix. Et vous n'aurez jamais plus à marcher derrière moi. Jusqu'au jour de mes funérailles. Funérailles nationales que vous voterez d'ailleurs à l'unanimité. Et ce dont je vous remercie par anticipation.